Montmaur est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Montmaurins. Montmaur est situé au pied du versant sud du massif du Dévoluy, en lisière d'une plaine d'origine glaciaire, encadrée par la Béou à l'ouest, et le Petit Buëch au sud. La plaine comme la vallée du Buëch, est propice aux cultures. Les pentes du Dévoluy, qui dominent le village sont boisées, forêt des Sauvats, et offrent quelques surfaces d'alpage. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine Montmorus en 1120. Il appartient à toute une série de toponymes en mont, au sens ancien de colline, moderne mont, éventuellement montagne. En outre, les noms en mont sont souvent suivis d'un épithète indiquant la couleur. L'adjectif mort, occitan, mort, ancien français, avait autrefois le sens de noir. Le sens global est donc celui de mont noir. Homonymie avec Montmort, Marne, Mons-Moru en 1042, les types Montnay, Mont-Noir, Mont-Blanc, Montrouge, Montvert, Montauban, etc. sont construits selon le même principe. Histoire. La légende veut que le village doive son nom aux morts, or il n'en est absolument rien. Il contient d'ailleurs une tour appelée, à tort ou à raison, tour sarrasine. Sur ce sujet controversé, il est prudent de se réfugier derrière l'autorité de Joseph Froment, auteur en 1887 d'un tableau historique des Hautes-Alpes. Il écrit, si l'on en croit quelques historiens, les Hautes-Alpes auraient été, en partie, peuplées par les Sarrasins, échappés aux fers de Charles Martel, et de Guillaume de Provence. On désigne très exactement les vallées qui servirent de refuge à ces traces étrangères, les canaux qu'elle a creusés, les monuments qu'elle a construits, les mines qu'elle a exploitées. Tous ces détails sont de pure invention, on ne sait rien ou presque rien, des invasions sarrasines dans nos contrées. En 738, Charles Martel chassa les Sarrasins de Provence, et confisqua les biens de Moronte et de Réculf, grands seigneurs qui avaient été leurs alliés. Une partie de ces biens était peut-être située dans les vallées des Alpes. Les Sarrasins recommencèrent leurs incursions en Provence avant 890. Les actes de Saint-Romule témoignent qu'au Xe siècle, ils avaient ravagé une partie de l'Embrunais. La vie de Saint-Meilleul, abbé de Cluny, nous apprend que revenant de Rome, il fut arrêté près de la rivière du Drac, probablement dans la commune du Forest-Saint-Julien, à l'endroit nommé, jusqu'au XVIe siècle, Apus Sanctum Meiolium, par une bande de pillards sarrasins. Cet événement eut lieu en 972. Enfin une bulle de Victor II, pape, aviminien, archevêque d'Embrun, datée de 1057, nous fait savoir que ce diocèse avait eu à souffrir des invasions sarrasines. Voilà tous les textes relatifs à cette période historique qui soient venus jusqu'à nous. Ils ne sont ni nombreux ni instructifs, et en dehors d'eux on ne sait rien. Pour Gustave Le Bon, l'origine sarrasine ne fait aucun doute, bien que le séjour des Arabes en France n'ait été constitué que par une série de courtes invasions. Nous verrons dans un autre chapitre qu'ils ont laissé des traces profondes de leur passage dans la langue, et nous allons montrer maintenant qu'ils en ont laissé également dans le sang. Plusieurs d'entre eux s'étaient fixés définitivement sur notre sol, dans le voisinage des villes occupées par leurs compatriotes, et s'adonnaient à l'industrie et à l'agriculture. On leur a attribué l'importation de la fabrication des tapis à Aubusson, ainsi que plusieurs méthodes agricoles nouvelles. Souvent alliés aux seigneurs chrétiens toujours en guerre, ils finirent sur beaucoup de points par se confondre avec les habitants. L'ethnologie nous en fournit la preuve, en retrouvant, après tant de siècles, des descendants des Arabes sur plusieurs parties de notre sol. Dans le département de la Creuse, dans les Hautes-Alpes, et notamment dans plusieurs localités situées autour de Montmaur, Montagne des Morts, dans le canton de Baigne, Charente, de même que dans certains villages des Landes, du Roussillon, du Languedoc, du Béarn. Solidement adossé à la montagne d'Aurouze, doté en ces hameaux, d'une vue sur les vallées voisines, Montmaur offre des possibilités militaires, qui attirent des lignées de seigneurs, aux encouleurs,
aux biographies souvent peu édifiantes. Les châteaux se succèdent, et celui que l'on visite aujourd'hui n'est pas le premier, comme en témoigne la présence de la tour en ruine dite Sarrasine. Dès 1265, Montmaur est qualifiée de baronnie, elle était la quatrième parmi les 4 grandes baronnies anciennes du Dauphiné, dont les titulaires avaient le privilège de siéger aux États provinciaux, en tête du corps de la noblesse. Les barons de Montmaur avaient la charge héréditaire de grands veneurs du Dauphiné. Guillaume Marteau, seigneur de Saint-André-en-Beauchêne, eut de Béatrix de la Roche, dame de Trais, fille de Sibylle, dame de Trais et du Revest et de Raymond de Montauban, viguier de Marseille, 1352-1353. Béatrix institua, par testament du 17 juin 1342, ses fils Dragonnet et Raymond de Montauban ses héritiers. Raymond devint seigneur de Trais, de Montmaur, et du Revest. Chronologie. Du 9 au 11 novembre 1340, Humbert II séjourne à Montmaur. 1300, les soldats de Raymond de Turenne, révoltés contre le comte de Provence, dévalisent, à Montmaur, des marchands piémontais. 1405, Geoffroy le Maigre, dit Boucicaut, gouverneur du Dauphiné, veut restreindre le droit de chasse du baron de Montmaur, et pour avoir raison de sa résistance, fait le siège de son château. Les seigneurs du Gap en prennent les armes, et forcent le gouverneur à se retirer. 1756, Montmaur ravagé par un incendie. 1786, Montmaur ravagé par une épidémie. Guerre de religion et persécution des protestants. Guillaume Farel, de Gap à Genève. Montmaur et ses environs immédiats, Gap, furent meilleurs, Vennes, constituent un très haut lieu de la Réforme. Le théologien réformateur Guillaume Farel est originaire de Gap. Parti étudier la théologie à Paris à l'âge de 20 ans, il fréquente des théologiens dissidents, puis le Cénacle de Meaux, qui se propose d'améliorer l'étude de la Bible sans pour autant, au départ, chercher à rompre avec l'Église. À cette époque, le nom de Luther est inconnu. Il s'agit de cercles purement français qui n'imitent personne. La rupture avec l'Église a lieu quand même, et conduit Farel à fréquenter les grands noms de la réforme germanique, en particulier Zwingli et Bucer. Il introduit la réforme à Neuchâtel en 1530, et à Genève en 1532, il attire Calvin dans cette dernière ville avant de se brouiller avec lui. Il revient un temps à Gap, dont il est chassé en 1562. Il est allié, d'assez loin, aux Furmeyers, chefs protestants qui tirent leur nom du village de Furmeyers, à 5 km de Montmaur. Les guerres de religion s'insèrent, aussi dans un contexte géopolitique, le duc de Savoie, ultra-catholique, cherche à s'emparer du Dauphiné dans le cadre d'une politique générale tendant à déplacer son territoire vers le sud et vers les grands axes. Être protestant, c'est donc aussi s'opposer aux visées de la Savoie. Le même raisonnement vaut pour Genève, et constitue une explication partielle de l'adhésion à la réforme de cette ville emblématique. Cette ressemblance entre les problématiques dauphinoises d'une part, et suisses d'autre part pourra surprendre, mais on se souviendra que tous ces lieux, se situent dans l'aire alpine et sont proches les uns des autres. Au départ, donc, être protestant, c'est être opposé à l'expansionnisme savoyard, quoique toutes les combinaisons soient possibles et toutes les alliances instables, le traité de Montmaur nous montrera une alliance de catholiques et de protestants francophiles contre la Savoie, en sens inverse. En 1692, Savoyards et protestants seront alliés pour tenter d'envahir la région. Les ambitions du duc de Savoie sont arrêtées par sa lourde défaite contre Lesdiguières, le 17 septembre 1591, à la bataille de Pontcharrat, Isère. Le vainqueur de Pontcharrat, François de Bonne de Lesdiguières, est un cousin des capitaines Furmeyers, et une grande personnalité. Il deviendra le chef incontesté des protestants du Dauphiné, puis, duc et connétable de France. Il est surtout le proche de toute confiance du roi Henri IV,
qu'il servira avec la même loyauté avant et après sa conversion au catholicisme. Dans ce contexte, les seigneurs de Montmour sont d'abord au service d'eux-mêmes, si bien que les événements des guerres de religion donnent lieu à des renversements d'alliances difficiles à suivre pour le profane. En note, Jean Flotte, dit capitaine aux Rouzes, est le chef des protestants de la région. Il succède en tant que tel à Furmeyer, seigneur d'un village limitrophe de Montmour, dont il tire son nom. En octobre 1567, Flotte s'empare de Gap dont il mutile les édifices religieux. Il meurt à la bataille de Moncontour, le 5 octobre 1569. Il est alors remplacé par François de Lesdiguières à la tête des protestants de la région. Il est la souche de deux lignées seigneuriales. Les Flotte de Montauban sont issus de son second mariage légitime. Les Flotte de la Frédière sont une lignée bâtarde, qui réussit cependant à conserver la noblesse en raison de 37 batailles, 20 blessures, et 40 années de loyaux et fidèles services à Sa Majesté le roi de France. Dans une lettre du 29 juin 1602, Lesdiguières écrit, à propos de Jean Flotte de la Frédière, sa vertu lui a adjugé sans contredit le titre de noblesse, lequel encore il possède par son extraction, suivant la forme d'user de ce pays, comme fils naturel de feu Monsieur de la Roche, baron de Montmaur dans son testament. Le capitaine Rouze rejette ou répulse de sa succession toute femelle et aussi tout genre d'église de quelque religion que ce soit. Balthazar Flotte de Montauban, bigame, louvois. Toute sa vie entre catholiques et protestants, baron de Montmaur, comte de la Roche, né en 1554, décapité à Paris le 6 août 1614. Il embrassa le parti des armes, fut guidon du grand prieur, 1577, capitaine d'une compagnie, 1581, colonel et gouverneur de Romans, 1587. Pour doter cette ville d'une citadelle, il exproprie plusieurs centaines d'habitants sans les indemniser. Balthazar est proche des extrémistes de tous les camps. C'est par ses bons offices, après plusieurs réunions à Montmaur, qu'a signé, le 14 août 1588, le traité de Montmaur passé entre les sieurs de La Valette et de Lesdiguières, pour contrer les sinistres intentions du duc de Guise, ainsi que les visées étrangères sur la région, convoitées par l'Espagne et par le duc de Savoie. Petit détail. La Valette, idéologiquement proche de la Ligue ultra-catholique, représente ici le roi de France Henri III, lui aussi catholique mais opposé à la Ligue. Lesdiguières est le chef du parti protestant, mais la présence d'ennemis communs fait que les intérêts convergent provisoirement. En 1589, Balthazar joue les bons offices entre les habitants de Tallard et Lesdiguières qui leur réclament une forte contribution de guerre. À cette occasion, il obtient, de la ville de Tallard, une importante rémunération personnelle en poulets, vin et pigeons qu'on ne peut trouver aux environs de Montmaur, et qu'on trouvait d'ailleurs difficilement à Tallard, si bien que la réunion des victuailles consomma beaucoup de l'énergie des négociateurs de cette ville. En reconnaissance pour le traité de Montmaur, La Valette apporta toute l'aide possible à Balthazar dans ses démêlés avec les habitants de Romans, durablement indignés par les expropriations et autres abus de leur gouverneur. L'on se souvient que Balthazar avait œuvré au profit de la France, en facilitant le traité de Montmaur, qui s'analyse comme une alliance entre Français, catholiques, et protestants, contre les appétits étrangers, dont ceux de la Savoie. Mais maintenant, non compte de louvoyer entre deux femmes et deux religions, il va aussi louvoyer entre deux pays. Toujours gouverneur de Romans, Balthazar décida de livrer cette ville au duc de Savoie, et en fut chassé le 23 octobre 1597. Il se retira à la cour du duc, revint en France en 1603, Henri IV lui pardonna et le nomma son écuyer, il retourna de nouveau en Savoie en 1610, n'ayant pas été bien accueilli, il revint en France en 1613, puis voulant rentrer en grâce auprès du duc, il fit assassiner, près de Tarare, un prêtre italien qui portait à la régente des papiers compromettant le duc de Savoie. Il fut arrêté,
convaincu de ce crime et eut la tête tranchée en place de Grève. Outre ce crime, il avait commis celui de bigamie, ayant épousé Marthe de Clermont d'Amboise, du vivant de sa première femme, Isabeau des Esters de Loudun. Il avait été créé comte de La Roche en 1592. Ses démêlés judiciaires, ainsi que ceux entraînés par sa bigamie, ont raison de la fortune de la famille, et lui font perdre la place prééminente, qui fut la sienne parmi la noblesse du Dauphiné. Le fantôme de Balthazar hante encore le château de Montemaur, où il rôde, en tenant sa tête sous son bras. Jean-Flot de la Frédière, fils bâtard du capitaine Aurouze, il est catholique, mais sert fidèlement la France, en particulier le roi Henri IV, ce qui lui vaudra d'être anobli, et d'être toujours soutenu par François de Lesdiguières, protestant mais ami du roi, lorsque sa noblesse sera contestée. Ses enfants feront valoir ses 37 batailles où il a reçu 20 glorieuses blessures, pendant 40 années de loyaux et fidèles services à Sa Majesté le roi de France. Le culte protestant fut autorisé à Veynes de 1572 à 1685, et il est permis de penser que Montemaur suivait le sort de ce gros village limitrophe. L'année 1685 voit au plan national la révocation de l'édit de Nantes, et au plan local, des dragonnades et des persécutions, qui provoquent un exode important des protestants de la région. Les départs des protestants montmorins se situent après 1685. Peut-être en raison de la destruction du temple de Veynes qu'ils devaient fréquenter. On peut penser qu'ils ont préparé leur départ en commun et que, sous la conduite d'un meneur, ils ont entrepris le voyage. Un grand nombre d'entre eux est recensé à Genève le même jour, le 15 août 1687. Cette année est celle où l'affluence des réfugiés français atteint son apogée. On peut lire, il passe à Genève une quantité surprenante de pauvres Français réfugiés, qui entrent par la porte Neuve et sortent par le lac. La plupart sont du Dauphiné. Il en entre jusqu'à 350 par jour, les 16, 17 et 18 août il en est entré 800 de compte fait. On les retrouve pour la plupart à Neuchâtel quelques années plus tard. Seuls quelques-uns manifestent le souhait de quitter la ville. Le duc de Savoie Victor Amédée II, aidé par des protestants cherche, en 1692, à s'emparer de la région. En août, le village voisin de Veynes est ravagé. Il est probable que Montemaur souffre également. La résistance dans la région est animée par Philly de la Charce, une femme appelée dont l'importance est toutefois controversée. Balthazar Hannibal Alexis Flot de la Frédière est un hameau de Montemaur, part en 1665 au Québec avec une troupe assez importante pour le compte du roi de France. Cette mission l'oblige à se convertir sur place au catholicisme. Il se comporte de façon avide et brutale, mais cependant deux lacs canadiens portent son nom. Benjamin Sulte le décrit en ces termes: déjà disgracié par la perte d'un œil, il cachait sous cet extérieur repoussant une âme asservie aux passions les plus avilissantes. Avare, fourbe, tyrannique et débauché, non seulement il faisait avec les sauvages la traite de l'eau-de-vie, mais encore il les trompait sur la qualité de ses marchandises par des emprunts trop généreux aux vertus de l'inépuisable fleuve Saint-Laurent. Sur ce, il s'enfuit. La Frédière envoya alors des soldats pour arrêter Domée, le jeta en prison, le mit au fer, et le lendemain le soumit au supplice du cheval de bois, avec un poids de 60 livres attaché à chaque pied. Il répéta la torture un jour ou deux après et ensuite laissa sa victime aller disant: « Si je vous avais attrapé quand j'étais dans votre blé, je vous aurais battu comme plâtre. » Ajoutons à cela, des mœurs déplorables, décrites ainsi par Benjamin Sulte. Il était irréprimable en galanterie, et les femmes et les filles s'enfuyaient de terreur devant le folie effémé militaire. Il jeta son dévolu sur Anne Thomas, la jeune femme du charpentier Claude Jodoin. Le problème c'est que le mari était très prévenant et laissait rarement sa femme seule de telle sorte que le major était incapable de trouver l'occasion de la rencontrer seule. Une nouvelle fois il abusa de son autorité de gouverneur militaire, et s'arrangea pour que Jodoin,
obtiennent une corvée qui l'éloigne de la colonie durant 3 mois. On ne sait si ces tentatives de séduction aboutirent, mais lorsque les choses commencèrent à se savoir, la communauté fut si outrée, qu'elle décida de porter l'affaire devant le Conseil souverain. La résistance. En juin 1942, avant même sa démobilisation, Antoine Mauduit loue le château de Montemaur, comme le lui a suggéré Gabriel Rozan-Vallon. Le château devient officiellement le siège de l'association, la chaîne dont le nom a été choisi en hommage à Notre-Dame de la Sellette. Mais sous la couverture d'un centre d'accueil pour prisonniers libérés ou évadés, Mauduit crée une véritable organisation de résistance active comprenant des personnes en situation irrégulière. Ainsi Montmaur devient l'un des premiers maquis de France. À partir de novembre 1942, le commandant Mauduit accueille aussi des militaires démobilisés de l'armée de l'armistice du 22 juin 1940, et des jeunes réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, STO, instauré en février 1943. C'est à Montmaur que Serge Klarsfeld, évadé, passe 2 mois en compagnie de sa famille avant de rejoindre Nice, et dans le château que François Mitterrand séjourne de façon épisodique à la fin de 1942, et au début de 1943. Il aura l'occasion de connaître la vie rude des gardes forestiers, car il sera hébergé pendant 21 jours par le garde Gaston Allôme et sa femme Renée Sauva. Au château de Montmaur sont fabriqués des faux papiers, et des plans d'évasion expédiés dans les camps grâce à un réseau très structuré. Mais l'action est beaucoup plus complexe. Montmaur c'est aussi une sorte d'école de cadre où l'on tente de penser l'après-guerre dans un esprit de reconstruction individuelle morale, civique et patriotique, tout en se préparant au combat de la libération, dont tous savent qu'ils seront très durs. Enfin, dès octobre 1943, le commandant Mauduit participe au réseau de renseignement Matilda, qui prépare des parachutages. Plusieurs parachutages sont organisés dans la région de Montmaur, où même les enfants ont leur rôle à jouer. Un jour, un avion transportant des munitions à l'attention des maquisards dirigé par le commandant Mauduit, au lieu de lâcher sa cargaison en dévolu, le fit sur le plateau de Bure. Tout explosa en plein jour sous les yeux des enfants de l'école de Montmaur en promenade au Sauvard. L'instituteur leur fit croire qu'il s'agissait d'un orage. Les enfants ne répliquèrent rien bien qu'il fasse grand beau temps ce jour-là. Malgré son vacarme, l'affaire ne fut jamais ébruitée, si tant est qu'elle pouvait l'être davantage, et resta ignorée des Allemands. Le commandant Mauduit est arrêté au Sexe, le 29 janvier 1944, et déporté. Il décède un mois après son retour de déportation en 1945. En 1949, un comité présidé par François Mitterrand réalise le vœu de Mauduit d'être enterré à Montmaur, sur la colline Sainte-Philomène. En 1986, une plaque commémorative est apposée sur le château. Depuis, une gerbille est déposée chaque 22 août. Lieux et monuments. Le château de Montmaur a été bâti à partir du XIIIe siècle, il va évoluer et s'agrandir au fil des siècles. Cette bâtisse est dotée à chaque angle d'échauguettes, qui seront remplacées en 1590 par 4 tours massives, dont 2 sont encore intactes sur la partie sud. Cette propriété comprend dans son ensemble historique des bâtiments fermiers, écuries, étables, granges, forges, fours à pain, et une courtine située à l'ouest dans la partie appelée la Flamme. Ces grandes salles d'apparat, dont certaines font 150 mètres carrés au sol, sont dotées de plafonds à la française, et de cheminées en gypse d'époque Renaissance. L'intérieur est très riche en fresques, dont certaines remontent à la Renaissance, et au XVIIe et XVIIIe siècle. Les colonnes en gypse de l'escalier d'honneur sont de style dorique, ionique ou même corinthien. Une des autres richesses artistiques du château est constituée par ses portes en noyer, celles-ci sont sculptées de nombreuses représentations en trompe-l'œil. Ces décorations peuvent faire penser à des rébus. À l'extérieur, le XIXe siècle a vu l'aménagement des jardins.
Il a été racheté en 2006 par le département des Hautes-Alpes, qui a engagé des travaux afin de pouvoir ouvrir sa visite au public. Depuis, il se visite de la fin du mois de juin, aux Journées du patrimoine en septembre, des spectacles et expositions y étant également proposés. L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1988. La chapelle Sainte-Philomène. Des vestiges d'une tour de guet, dite sarrasine, bien qu'aucune preuve d'invasion, ou de razzia, soit rapportée pour ce territoire par les historiens, sont visibles sur la colline au-dessus du village. Elle complète un système défensif aujourd'hui presque disparu, comme notamment des remparts autour du château. Le premier bâtiment à vocation défensive de Mont-de-Mort fut construit à 1351 mètres d'altitude au sommet de la montagne de la Coucherine, au-dessus du village, par la famille noble des Montauban au XIe siècle. La construction plus tard d'un nouveau château au contact de ces basses terres, sans doute pour des questions de commodité et de confort, laissera ce premier bâtiment à l'abandon et à la ruine. La chapelle Sainte-Philomène, isolée sur une petite butte, entre le village et la route nationale, cette pittoresque chapelle est constituée des vestiges d'une ancienne église romane. L'édifice, qui était en mauvais état, a été transformé en chapelle au XIXe siècle, suite à la guérison miraculeuse d'une jeune fille percluse du village, Élisabeth Reynaud, qui invoqua Sainte Philomène pour sa guérison. De l'édifice primitif bâti sur les plans d'une croix latine, restent le chœur et une abside. La chapelle est inscrite au titre des monuments historiques en 1948. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INOCE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005. En 2019, la commune comptait 529 habitants, en augmentation d'1,34% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 1,39%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%.